Alors, on va essayer de faire un petit peu mieux qu'hier pour éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent coincés. Ce que je vous propose, c'est je vais créer deux salles. Une dans laquelle il y aura Claire-Marie et Patricia pour ceux qui n'ont pas eu encore d'évaluation de besoin. Et puis une autre avec Antoine pour la prise en main. Et puis éventuellement Claire-Marie et Patricia, quand vous n'aurez plus personne dans votre salle, vous pourrez éventuellement passer sur la salle 2 si vous le souhaitez. Et moi, je vais rester dans la salle principale, comme ça, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, je pourrais les attribuer, leur attribuer automatiquement la bonne salle. Et on évitera d'avoir des gens qui sont coincés un petit peu dans les limbes de Zoom jusqu'à 17h. C'est un peu embêtant. Si ça vous convient. Donc, je vais juste créer les salles et puis... Charles, tu as un problème de dédoublement de personnalité? Parce que moi, j'étais en tant que Simon Sarrazin. Ah oui, c'est parce qu'en fait, j'utilise le compte de Simon. Ah oui, Tac. étrange. Voilà, je vais renommer. Aussi, comment dire, est-ce que tu veux hier pendant l'atelier maintenant? Excuse-moi, je t'ai pas compris. Ou à la fin peut-être, ou je sais pas. Est-ce que tu veux prendre quelques questions remontées à l'atelier hier? Oui, on va Peut-être pouvoir répondre commencer par rapidement ça maintenant? peut-être. Ce que je vois, c'est qu'on Ou est-ce que tu veux faire on ça attend à la 45 et fin ou... puis... Vas-y, j'ai l'impression qu'on est en décalé. Ouais, ouais. Patricia, je t'ai envoyé un SMS avec mes indisponibilités de ce matin. Ah oui, d'accord. Je vais devoir m'absenter 2 fois. Mais... Ok, ça marche, ouais. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est commencer par quelques questions et puis de toute façon, les gens qui nous rejoindront probablement reposeront les questions. Et puis, C'est des questions de Damien pour la plupart, donc ça va, comme il est là. comme il est là, c'est parfait. On avait une Effectivement, question. c'est mieux. Les plateformes de paiement, ouais, notamment pour l'encaissement via Stripe, par exemple, comment est redistribué l'argent ensuite au tiers-lieu? Ah, l'argent est entièrement redistribué au tiers-lieu. En fait, ce que fait le système, c'est que lui, il appelle la passerelle de paiement pour processer le paiement. Cette passerelle de paiement, elle prend une commission qui est indiquée sur leur site. Hein, donc, je crois que pour Stripe, c'est 1,4% et 25 centimes par transaction, avec des possibilités de négocier des tarifs si vous avez plein de volume. Voilà, ça après, c'est une autre chose. Et c'est tout ce qui est pris en fait sur le montant payé. Le reste est automatiquement reversé sur le compte bancaire du tiers-lieu. Je pense que pour ce qui va résoudre la question, en fait, le tiers-lieu doit créer un compte directement sur la plateforme de paiement, je suppose, non? Ils Oui, vont alors avoir leur c'est propre compte Stripe, c'est ça? exactement. Chaque tiers-lieu a son propre compte Stripe. Éventuellement, ça c'est une discussion peut-être qui pourrait être intéressante d'avoir au niveau local ou au niveau régional ou au niveau national, éventuellement un jour d'avoir des comptes mutualisés pour réduire les frais. Mais aujourd'hui, en tout cas, le mode de fonctionnement fait que chaque tiers-lieu doit avoir son propre compte Stripe. Ok. Et puis une deuxième On peut dire question. que c'est très Ah, comparable à PayPal. Pardon, Antoine. Hein. vas-y. On peut dire que c'est comparable à PayPal, Charles-Henri, sur la Oui, gestion. oui, c'est comparable à PayPal. C'est des plateformes différentes, mais c'est le même principe. D'ailleurs, PayPal propose sa propre alternative qui s'appelle Braintree. Et Braintree est intégré à Docos, mais pas pour les abonnements récurrents, uniquement pour les paiements uniques. Si par exemple tu fais une facture qui doit être payée une fois, à ce moment-là, tu peux utiliser la Braintree. Mais on n'a pas encore fait l'intégration pour les abonnements. Voilà. Donc pour les abonnements aujourd'hui, on a Stripe et GoCardless. Mais pour les paiements uniques, on a PayPal, on a Braintree, on a Stripe, on a GoCardless, et il y a même une plateforme qui s'appelle Razorpay, qui est une plateforme indienne en plus qui permet de processer les paiements. Et donc après, tu choisis la plateforme qui te convient le mieux en fonction de tes besoins. Il y a un endroit où on retrouve ces noms, ces URL ou Alors, particulièrement? les noms des différentes plateformes de paiement, Ouais, parce que je crois que je les avais mis sur le site. Sinon, elles sont... Attends, je vais te dire ça. Intégration. peut-être que le mieux, c'est de commencer par Stripe.
Stripe, c'est du paiement par carte bancaire. C'est assez limite. On en a parlé. Voilà, je te mets les intégrations et dedans, il y a toutes les passerelles de paiement dans le chat. En fait, Merci. on en a parlé justement hier avec Fanny du WIP qui est là d'ailleurs, je crois, parce que la question peut se poser, les frais étant pas limités en montant, si tu fais du paiement par carte bancaire pour des gros montants, eh bien, tu peux te retrouver avec d'énormes frais. Du coup, ça peut être intéressant de bien, de bien choisir ta passerelle en fonction, par exemple, du montant des paiements. Si tu dois demander un paiement à 1 000 €, tu auras plus intérêt à passer par un prélèvement SEPA parce que GoCardless, c'est 1% de commission, mais dans la limite de 2 €. Donc, quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais plus de 2 € de frais sur un paiement. Alors qu'avec Et on est Stripe, obligé, tu peux te retrouver avec 25 € de frais, quoi. on est obligé de prendre l'une ou l'autre, ou à un moment donné, on peut prendre les deux et en fonction de… On peut bifurquer sur l'une ou l'autre. Ah non, tu peux choisir, tu peux toutes les avoir. Et Ok. après, en fait, au moment où tu fais ce qu'on appelle une demande de paiement dans Docos, là, tu choisis de proposer une ou plusieurs plateformes à tes clients. Donc, tu peux Super. tout à fait dire, par exemple, sur un petit paiement, je propose les deux options parce que ça m'est égal. Enfin, là, j'essaye de penser côté, enfin, vraiment avec une vision client, c'est-à-dire que je veux leur proposer ce qui leur paraît le plus simple. Et donc, le client, quand il arrive sur la page, il choisit entre carte bancaire. Lui, il ne voit pas cette histoire de Stripe, GoCardless. Toi, tu le sais parce que voilà, ça conditionne les frais. Mais le client, lui, il voit carte bancaire ou prélèvement SEPA et il clique sur le bouton qui l'intéresse et après, il est redirigé vers la page qui correspond en fait à la méthode de paiement sélectionnée, quoi. Et juste pour finir, pardon, on peut très bien, si on n'a pas besoin de faire du paiement en ligne sur notre site internet et qu'on n'a que des clients extérieurs, on peut très bien garder une solution plus traditionnelle, genre Payplug, ou d'envoyer un URL de paiement. Et Ah oui, alors après, tu peux toujours être en manuel voilà. et donc tu peux Ok. même proposer du virement bancaire et après Très bien. enregistrer le paiement manuellement dans ton système, il n'y a aucun souci. Merci Charles-Henri, je repasse la main. Ouais, je te donne une deuxième question. Je pense que la réponse est oui, mais je te laisse le confirmer. Quand tu as un paiement, une transaction, est-ce que tu peux créer des notifications, notamment envoyer des emails automatiquement, par exemple de confirmation de paiement typiquement? Oui, tout à fait. En fait, on a un système de notification dans Docos qui permet de configurer donc des notifications qui peuvent partir en fonction d'événements que vous sélectionnez. Hein. Donc, par exemple, hier, ce qu'on a fait, c'était un email de relance automatique. Au bout de 30 jours après la comptabilisation de la facture, si celle-ci n'est pas payée, eh bien, on envoie automatiquement un email demandant à la personne de la régler. Mais ça peut être également à l'enregistrement du paiement, d'envoyer un email qui confirme au client que le paiement a bien été enregistré. Là, en fait, c'est là où Docos est assez puissant, c'est-à-dire que vous choisissez vraiment les options qui vous intéressent pour envoyer vos notifications. Et donc là, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez hein, en termes de, voilà, de relations clients, ça peut être assez pratique. À chaque événement sur Docos, c'est-à-dire création de facture ou émission d'un ordre de paiement ou un peu n'importe quoi, ou Je suis désolé, de Antoine, je notification t'entends plus interne. là. Ça coupe un peu. Ah, je crois que ma connexion est pas bonne, je vais enlever la caméra. Ouais. J'espère que c'est grave. Je disais que pour l'identification, que si je comprends bien, tu peux associer à un peu n'importe quel événement Docos, c'est-à-dire une création de facture ou émission de devis ou un peu voilà, un message, une notification interne ou un email ou un peu voilà un truc comme ça. Je trouve que c'est très flexible. C'est ça. Voilà. Ce qu'on appelle effectivement un événement, c'est quelque chose qui se passe dans Docos. Par exemple, une création de facture ou un enregistrement de facture, une validation de facture. Mais ça va être l'enregistrement d'une fiche client. Ça peut être, enfin, voilà, c'est vraiment un événement. Le terme est un peu technique, effectivement, mais c'est vraiment quelque chose qui a lieu sur un document dans Docos. Et derrière, effectivement, les notifications, vous avez plusieurs options. Donc, soit on peut envoyer un email, ça c'est plutôt classique. Mais aujourd'hui, on a également la possibilité d'envoyer des notifications sur Slack pour ceux qui utilisent Slack, et j'ai bon espoir d'intégrer avec Rocket Chat d'ici le début de l'année prochaine. Il y a des notifications internes aussi dans le RP, dans Docos. Vous pouvez également avoir dans le panneau de notification des nouvelles notifications qui apparaissent. Et puis récemment, il y a eu également des notifications WhatsApp et SMS qui sont possibles. Mais là, dans les deux cas, il faut passer par une plateforme externe qu'ils appellent Twilio et donc
qui a également un coût, puisque ça, c'est pas direct en fait pour envoyer d'un SMS ou envoyer sur WhatsApp, mais ça peut être, voilà, ça peut vous servir dans un certain nombre de cas également, et ça permet de répondre aussi à un besoin d'envoyer des SMS pour un certain nombre d'opérations. Cool. Et il y avait une autre question, c'était plus un cas d'usage problématique soulevé par François, qui est arrivé. Voilà, salut François. La question qui est posée, c'est qu'est-ce qui se passe si tu fais une création de compte manuel? Donc, quelqu'un t'appelle et veut réserver par téléphone une salle. Donc, manuellement, tu vas lui créer un compte client, lui faire une réservation de salle. Qu'est-ce qui se passe si 6 mois après, la même personne revient auprès de ton tiers-lieu et cette fois réserve sur Internet? Donc, il va cette fois créer un compte utilisateur qui va être entré dans le système Docos automatiquement. Est-ce qu'il y a risque de conflit et quelles sont les bonnes pratiques dans ce cas-là? Alors, je suis pas sûr de bien saisir. En fait, la personne qui va, quand vous créez un compte utilisateur, que vous le créez manuellement ou que la personne le crée via le site internet, le compte utilisateur, il est lié à son adresse email. Donc, si la personne revient 6 mois plus tard et qu'elle rentre la même adresse email dans Docos en voulant créer un nouveau compte, le système va lui dire que cette adresse email est déjà utilisée. Et donc, à ce moment-là, généralement, soit la personne ne comprend pas ce que ça veut dire et donc, et sait pas qu'elle a des identifiants, etc. Et dans ce cas-là, elle vous contacte et puis vous lui renvoyez par exemple un email de configuration de mot de passe pour qu'elle choisisse un nouveau mot de passe, soit la personne comprend ce que ça veut dire et puis dans ce cas-là, elle va juste essayer de se connecter. Si elle a oublié son mot de passe, elle va cliquer sur le lien « j'ai oublié mon mot de passe, me renvoyer un nouveau » et elle recevra un nouveau mot de passe, un peu comme sur n'importe quelle plateforme existante. Ouais. Vraiment, la clé, c'est son adresse email. Par contre, si la personne vient, qu'elle a oublié qu'elle avait un compte, qu'elle utilise une autre adresse email pour s'inscrire, là, vous aurez juste 2 utilisateurs dans votre système, ça va créer un deuxième contact. Et donc là, à un moment donné, il faudra être capable de faire le lien entre ce deuxième contact et la fiche client, par exemple, parce que là, le système sera incapable de savoir que c'est la même personne. Enfin, là, on n'a pas d'intelligence artificielle suffisamment poussée pour faire ça. Voilà, c'est le seul risque, entre guillemets, mais enfin, il n'y a aucun impact d'un point de vue, que ce soit facturation ou gestion des utilisateurs. Je pense que dans ce que tu viens de dire, en fait, le point clé, c'est peut-être à ce moment-là, quand tu crées quelque chose, un compte client manuel, en fait, il faut créer un compte utilisateur parce que je pense que le risque, ce serait que quelqu'un crée juste un compte client sans associer d'adresse email. Enfin, risque. Enfin, je trouve qu'en fait, la bonne pratique à avoir, c'est peut-être de créer manuellement un compte utilisateur directement au moment où la personne te contacte en Ouais, direct parce pour que réserver quelque chose. sinon, ça ferait un doublon. C'est ça qu'on s'est dit, c'est que sinon, ça ferait un doublon immédiatement. Un doublon Après, dans les noms. Si on met pas de compte utilisateur, il n'y a pas d'adresse email, pareil. oui, mais après, Y a pas- si tu as un doublon dans les comptes clients, imaginons tu crées juste le compte client, tu l'associes à une réservation d'article, et puis effectivement, plusieurs mois plus tard, et tu n'avais pas de compte utilisateur qui avait été créé, plusieurs mois plus tard, la personne vient, elle s'inscrit, donc elle crée un compte utilisateur, effectivement, et le logiciel va automatiquement lui créer un compte client par rapport à ce compte utilisateur et au contact qui aura été créé. Après, tu as une option pour fusionner 2 comptes clients si tu le souhaites. Voilà. Là après, effectivement, c'est de la gestion de données de base, comme on appelle, où il va falloir de toute façon, à un moment donné, il faut faire du nettoyage dans tes données de base de manière régulière. Ça, c'est un peu la clé dans n'importe quel ERP, c'est d'avoir quelqu'un qui s'assure que les données de base sont propres, parce que sinon, en fait, avec le temps, c'est mécanique, c'est pour toutes les entreprises, pour tout le monde. En fait, avec le temps, tu te retrouves avec des données qui sont pas propres, entre guillemets, c'est-à-dire tu vas retrouver avec beaucoup de doublons, des données qui sont mal renseignées, des adresses qui sont plus forcément à jour, etc. Et donc ça, c'est plus facile de le gérer au fur et à mesure que de s'en rendre compte au bout d'un certain temps et de faire un projet complet de nettoyage, comme ils font d'ailleurs dans certaines grosses entreprises. C'est ce qu'ils font, de temps en temps, ils font des projets nettoyage de données de base, souvent quand ils migrent sur une nouvelle version d'un logiciel. Mais bon, là, ça peut être vite fastidieux. L'idéal, c'est quand même au fur et à mesure, les bonnes pratiques, c'est quand tu enregistres une nouvelle réservation manuellement, par exemple, de vérifier si le client n'existe pas, et puis s'il existe en double, de tout de suite le fusionner, par exemple, de vérifier que les données de contact elles sont correctes. Ça
ça peut aussi passer par justement des notifications qui partent une fois par an auprès de vos différents contacts pour leur demander si leurs données sont toujours à jour ou si vous devez les supprimer aussi pour répondre au GDPR. Voilà, là, vous avez plein de possibilités et c'est à vous de définir un petit peu vos meilleures pratiques en termes de fonctionnement, quoi. Ok. Il y avait d'autres questions, Antoine? Non, c'était les 3 points. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions générales avant qu'on passe dans les différentes salles? Non? Ok. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, donc aujourd'hui on va faire un peu différemment d'hier, c'est-à-dire que je vais vous passer dans 2 autres salles et nous en fait avec Fanny et Jean-François on va rester dans celle-ci plus ceux qui veulent éventuellement nous rejoindre dans ce groupe-là. On restera dans cette salle-là pour éventuellement accueillir ceux qui arriveraient en retard ou voilà, qui seraient perdus ou je ne sais quoi ou qui voudraient changer de salle et puis qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a personne pour les accueillir. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer déjà ceux que je sais, donc je crois que François, Antoine, alors, Damien, François, Antoine, je vous passe dans la salle 2. Après, qui est-ce qu'on a d'autres? Je veux dire, donc Cathy dans la salle 2 également, on avait dit. Lucille, tu voudrais aller dans la salle 1, dans la salle 2, je sais pas du tout. La salle 1, s'il vous plaît. D'accord. Et Maëlle et Magali? Moi, c'était pour avoir déjà la présentation du produit. Du coup, salle 1, je crois. D'accord, très bien. Et Magali en salle 2, si j'ai bien entendu. Et bien, je vais passer tout de suite donc avec Patricia, Maëlle et Lucille. Parfait. Voilà, donc je vous ai passé dans les différentes salles. Et nous, on va rester ici. Tac, c'est parti. À tout à l'heure. Vous m'entendez, Fanny, Jean-François? Ouais. Ouais, je suis là. Super. Bah, écoutez, voilà, on va essayer de reprendre. On risque d'être un peu plus interrompu qu'hier, hein, puisqu'on est dans la salle de réaffectation. Mais on va essayer d'avancer quand même mieux possible. Du coup, hier, on en était aux abonnements, si je ne me trompe pas. Vous voulez qu'on reprenne à cet endroit-là? Ouais. C'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Eh bien, vas-y, Fanny, je te laisse poser tes questions sur les abonnements. C'était pour voir un petit peu comment créer un abonnement, parce qu'en fait, on a un agrément en fait pour domicilier les entreprises de coworking. Sauf que Hugo avait paramétré cet abonnement-là, mais en fait, quand je crée l'abonnement, le prix unitaire reste tout le temps à 0, alors que l'article est bien à 15 €. Et il ne sait plus comment il a fait. Donc, je voulais voir un peu comment on crée un abonnement et jusqu'au plan de paiement, en fait. D'accord. Alors, l'abonnement, il est toujours associé avec un client. Pour le moment, c'est que des abonnements côté vente. Hein. Ouais. On n'a pas encore de système d'abonnement côté achat, où on va utiliser plutôt les répétitions automatiques. Mais bon, là, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Après, tu auras toujours une date de début d'abonnement, éventuellement une date de début de période d'essai. Donc, si je mets par exemple au 1er novembre. Ici, ce qui est important, c'est les intervalles de facturation. Donc, si c'est un abonnement mensuel, tu laisses au mois avec une fréquence de 1. Si c'est, par exemple, trimestriel, tu laisseras au mois avec une fréquence de 3. Et puis, voilà, pareil à l'année. Voilà. Ça, je ne fais pas de dessin sur ça. Ici, l'autre chose importante, c'est est-ce que vous facturez en début ou en fin de mois. Si vous facturez en début de mois, tu vas cliquer sur générer une facture au début de la période. Sinon, tu vas pas cocher d'option. Tu peux également générer une commande client au début de la période. Ça, c'est une option, je pense, qui va finir par disparaître parce qu'elle va être remplacée. Là, je suis en train de travailler sur des rapports de revenus récurrents mensuels. Et donc, du coup, ça va remplacer en fait cette notion ce besoin en commande client qui servait à faire des projections
puisqu'on va les faire avec des rapports qui calculeront ça automatiquement. Mais voilà, c'est juste pour savoir que si tu veux, et je crois que c'est quelque chose que Hugo avait paramétré au début, c'est-à-dire qu'il voulait avoir des commandes clients parce que ça vous permet eh bien, d'avoir une projection en fait, sur le mois. Même si ça, c'est intéressant quand tu factures en fin de mois, parce que quand tu factures en début de mois, en fait, comme ta facture est générée en début de mois, bah, finalement, ta commande, elle reprend la même chose que ta facture, donc tu n'en as pas vraiment besoin pour faire tes projections. Valider la facture automatiquement, ça, c'est une option qui permet, bah, comme le nom l'indique, de valider la facture, hein, puisque ta facture, elle va être d'abord émise en brouillon. Et si tu le souhaites, tu peux ne pas cocher cette option et dans ce cas-là, la facture restera en brouillon et c'est à toi d'aller la valider manuellement, de t'assurer que tout est bon dans la facture et puis de cliquer sur manuellement. Ça permet, sur valider, ça permet notamment de s'assurer que tout est bien configuré au tout début, par exemple, ou dans le cas où vous avez des abonnements avec des choses qui peuvent être un peu variables en fait, d'un mois à l'autre et que tu n'es pas sûr de penser systématiquement à aller mettre à jour les plans d'abonnement. Et du coup, voilà, tu peux avoir un doute. Par exemple, moi, je vais donner un cas concret. Je facture pour le logiciel de sage-femme qui est basé sur Docos. Je facture des SMS à l'usage, en fait. Et du coup, je les refacture le mois suivant. Mais j'avoue que voilà, les cordonniers étant les plus mal chaussés, je n'ai pas toujours le temps de venir faire les intégrations ici. Alors, je suis en train de l'automatiser avec des scripts, mais bon, voilà, je n'ai pas trop le temps de le faire non plus. Et donc, du coup, pour être sûr que je n'ai pas d'erreur sur ma facturation, ce que je fais, c'est que je ne coche pas cette case. Et donc, du coup, ça veut dire que ma facture, elle est mise en brouillon et je peux aller m'assurer que le nombre de SMS a été bien rajouté dans la facture avant de la valider et d'envoyer ma demande de paiement. Et puis, cette case-là, c'est générer une demande de paiement automatiquement. Ça permet, comme le nom l'indique, de générer la demande de paiement automatiquement à la génération de la facture. Ça, c'est très utile, notamment dans votre cas où vous faites des paiements par GoCardless. Il faut bien que cette case soit cochée parce que si tu ne la coches pas, ça veut dire que le système s'attend à ce que ce soit toi qui aille manuellement générer une demande de paiement et éventuellement cliquer sur procéder au paiement immédiatement pour que le paiement soit effectué. Tandis que si tu cliques là-dessus, le système le fera tout seul. Voilà. Okay. Par contre, ça te permet aussi, ça c'était une option que j'ai rajoutée suite à la première vague de confinement, ça te permet aussi, en la décochant, de t'assurer qu'il n'y a pas de paiement qui est processé à un mois donné. Voilà. Parce que y a des cas où, par exemple, voilà, tu peux avoir un mois où tu vas par exemple faire une facture, tu vas faire une facture avec un avoir et tu ne veux pas que le paiement, par exemple, soit généré, soit processé, dans ce cas-là, tu vas décocher cette case oui, enfin voilà, aujourd'hui on n'a pas aussi de. Alors ça c'est une limite du système d'abonnement, c'est qu'on n'a pas de système de stop d'abonnement. On ne peut pas mettre en pause. Il faut que je le fasse, mais on n'a pas de pause d'abonnement. Donc en fait, ce que tu peux faire quand tu veux mettre en pause un abonnement pendant un mois donné, c'est tu décoches valider la facture automatiquement, tu décoches générer une demande de paiement automatiquement. Comme ça, tu as une facture qui est en brouillon et puis tu peux la supprimer manuellement aussi. Ça t'évite que la facture soit complètement processée. Bon, j'espère que d'ici quelques semaines, j'aurai l'option mettre en pause, qui là évitera de faire cette opération un peu fastidieuse. Mais pour le moment, voilà, c'est aussi, ça te permet d'avoir différents cas de figure grâce à ces deux options. Okay. Et puis après, il y a la notion de plan d'abonnement. Alors ici, les plans d'abonnement, c'est pour créer des modèles en fait, qui vont automatiquement permettre de remplir ce tableau. Mais tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux simplement rajouter tes articles et tes quantités dans le tableau ici. Dans ce tableau-là, il y a une option intéressante, c'est la détermination du prix. Et donc là, tu peux choisir sur quelle base ton prix il est déterminé. Et ton prix, il peut être déterminé sur deux bases, soit sur la base de la liste de prix. Dans ce cas-là, il faut que tu aies un prix dans ta liste de prix pour cet article et pour cette unité de mesure éventuellement, soit sur un prix unitaire fixe. Et là, tu peux mettre, par exemple, 15 €. Okay. Et là, dans ce cas-là, c'est ton prix unitaire fixe. Ouais, je crois qu'il y a Antoine qui essaie de nous rejoindre. On ne t'entend pas, Antoine, tu es en mute. Ah oui, pardon, mon raccourci clavier ne fonctionnait pas. Ouais, excuse-moi, désolé de t'interrompre. Est-ce que tu peux me mettre en co-hôte ou un truc comme ça, parce que je ne peux pas lancer l'enregistrement dans ma salle. Je crois qu'il faut que tu... Je viens de te mettre en co-hôte, c'est bon. Ok, est-ce que tu peux me renvoyer dans la salle ou je peux y aller moi-même? Je te renvoie dans la salle tout de suite. Merci, super. Allez, à tout à l'heure. Tu t'es mis tout seul d'ailleurs, je crois. Je sais pas, il me dit que tu es déjà dans la salle 2. Ah oui. Voilà. Ok.
Et voilà, donc c'est juste là où tu peux avoir une détermination du prix qui se fait soit sur la base du prix unitaire fixe, soit sur la base de la liste de prix. Et donc, si tu n'as pas de liste de prix dans ta liste de prix pour cet article, effectivement, dans ce cas-là, il te mettra bien que ton prix unitaire il est égal à 0. Alors après, il faudrait voir pareil pour ton article en particulier. Enfin, ces différents points, je pense qu'il faut que j'aille les voir sur votre site parce que voilà, m'assurer que c'est juste soit un problème de configuration, mais que ce n'est pas un bug associé au système. Pour terminer ici, juste quelque chose qui peut t'intéresser, c'est l'histoire de date de début et de date de fin. C'est la possibilité de facturer des articles avec une date de début de facturation, une date de fin de facturation. Alors tu vas me dire, oui, mais ça peut-être moins. Enfin, si je facture par exemple pour le mois suivant, je n'ai pas vraiment de date de début, de date de fin. C'est-à-dire que je veux facturer juste le mois suivant et pas les mois qui suivent. Bon, après, c'est dans le cas où tu veux facturer par exemple un article pendant 3 mois d'affilée. À ce moment-là, tu mettras une date de début, une date de fin. Cette date de début et de fin, elle correspond vraiment à la date de prochaine facturation. Donc, imaginons, on est le 6 novembre, tu as facturé la dernière fois au 1er novembre. La prochaine date de facturation, enfin, en tout cas, si tu veux rajouter un article ponctuel qui sera facturé en décembre, ici, tu vas pouvoir mettre que ta date de début, ça va être par exemple le 1er décembre. Et alors là, tu peux mettre soit que la date de fin, c'est le 1er décembre, parce qu'en fait, tu sais que tu veux facturer juste le 1er décembre, soit tu mets 31 décembre. Mais dans ce cas-là, tu sais que cet article, il sera facturé que sur la prochaine facture, et pas la facture suivante. Voilà, donc ça permet voilà, de faire des facturations ponctuelles et de les ajouter en fait au fur et à mesure. C'est ça l'intérêt, c'est que contrairement à une facture que tu aurais en brouillon et en début de mois, il faudrait que tu ailles vérifier dans chacune de tes factures ce que tu dois rajouter. Là, si tu sais que tu as un élément à facturer, tu viens le modifier dans ton abonnement, tu enregistres et tu sais que sur la prochaine facture, ce sera automatiquement ajouté. Et en plus, ce sera rajouté au montant du paiement, puisque via GoCardless, le montant du paiement correspond au montant de la facture. Sur Stripe, c'est un peu différent. On peut rentrer dans les détails si vous le souhaitez, mais parce qu'il y a 2 options sur Stripe. Soit on laisse Stripe gérer l'abonnement, soit on gère l'abonnement nous-mêmes. Et là, dans ce cas-là, c'est comme pour GoCardless. Et en fait, je ne sais pas si ça vous intéresse d'aller là-dedans ou pas, ou si... Bah, si, parce que c'est vrai que Stripe, j'ai un peu de mal en fait entre les paiements demandés, les paiements reçus, c'est un peu plus fouillis en fait que GoCardless. Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Stripe, initialement, et c'est pas la faute de Stripe, en tout cas, c'était nous notre mode de fonctionnement dans ERPNext que j'ai repris dans Docos et c'était voilà, c'est que la gestion de l'abonnement était faite par Stripe. Quand tu crées un abonnement sur Stripe, en fait, ce qu'on va dire à Stripe, c'est juste créer un abonnement pour tel produit. Si tu vas dans le tableau de bord Stripe, tu verras que tu peux créer des produits. Donc, ça veut dire que ton produit, il faut qu'il soit créé en amont. Et donc, on va dire pour tel produit, créer un abonnement avec telle récurrence, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est Stripe qui gère la vie de cet abonnement. Donc, c'est Stripe qui va décider de facturer la fois d'après et qui va processer le paiement. Et toi, tu vas savoir que le paiement il est passé, etc. Ce qui se passe avec ce mode de fonctionnement-là, c'est que c'est très bien quand ton abonnement ne change pas. Par contre, si ton abonnement il évolue, le souci, c'est qu'il faut aller sur Stripe, modifier ton abonnement sur Stripe, et puis en parallèle, venir dans Docos et modifier ton abonnement dans Docos pour que la facture dans Docos corresponde au montant du paiement sur Stripe. Ok. Du coup, pour éviter de changer, éviter ce mode de fonctionnement-là, j'ai rajouté dans la version 2 une option où en fait, tu peux décocher dans les paramètres de Stripe, tu peux décocher le fait que l'abonnement soit géré par Stripe. Et dans ce cas-là, c'est plus un abonnement sur Stripe qui va être géré automatiquement, c'est Docos qui va générer la facture et qui va envoyer une demande de paiement ponctuelle en fait, comme si c'était un paiement ponctuel. Mais du coup, c'est Docos qui va gérer l'abonnement. Donc, tous les mois, il va générer une nouvelle demande de paiement et à partir de cette demande de paiement, il va générer une demande de paiement ponctuelle. En fait, comme pour GoCardless. Okay. Et du coup, avec ce système-là, tu es beaucoup plus sûr que ce que tu vas avoir comme paiement correspondra à ce que tu as facturé. Alors qu'avec l'autre mode, qui fonctionne bien aussi, ce n'est pas le problème, mais c'est juste que ça demande plus de travail manuel. Il faut s'assurer que dès que tu fais un changement dans Docos, il faut que tu ailles faire ce même changement dans Stripe. Sinon, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une facture qui est générée dans Docos qui ne correspondra pas au montant qui a été payé sur Stripe. Ouais, on a eu le souci hier. Hier, j'ai appris un peu les comptes clients et je me suis aperçue que sur un abonnement coworking, donc il devait y avoir eu un problème au niveau de la TVA.
Donc, il manquait 30 €. Donc, l'abonnement Stripe a été comptabilisé à 150 €, sauf qu'on a généré des factures à 180. Et du coup, elles sont toutes en retard, c'est Et ça? du coup, en fait, l'intégration ne s'est pas faite au niveau de Docos. Donc, la cliente, c'est comme si elle n'avait jamais payé. Ouais, bah oui, parce il doit dire que le montant ne correspond pas. Pareil, je regarde ce que ça a fait exactement, mais soit il y a deux solutions là, auxquelles je réfléchis. Soit il t'a fait un paiement pour 150 € qu'il a intégré dans Docos, mais comment dire, Il ne l'a enfin, même pas du coup, intégré en fait, dans Docos. J'ai Ah, aucune alors, c'est écriture. sûr que Ah oui, d'accord, mais c'est sûr que les webhooks étaient bien configurés, parce qu'il y a ça aussi. Il Alors, faudrait ça, je sais. regarder. Bon, ouais, il faut que je regarde, parce que pour Et intégrer j'en découvre un les peu tous les retours. jours, en fait. Ouais, je comprends. En fait, pour intégrer, donc pour avoir les retours de Stripe, je sais qu'à un moment, ils étaient mal configurés, alors peut-être que ça correspond aux factures de ce moment-là. Configuré, du coup, il n'y a pas de retour de Stripe dans Docos. En fait, nous, on a deux choses à configurer quand on configure une passerelle de paiement. Ça va intéresser Jean-François également, je pense. La première, c'est celle-ci. Alors vous, c'est déjà fait hein, sur votre site, Fanny, hein, parce que. Non, mais ça, de toute façon, Mais c'est le genre de choses que je ne toucherai pas. voilà, mais je te le montre parce que c'est bien de savoir en Ouais, fait comment ça fonctionne. Donc dans les paramètres Stripe, ici tu vas définir, tu vas ajouter en fait ce qu'on appelle une clé publiable. Donc ça, elle t'est donnée par Stripe hein, sur le tableau de bord Stripe, une clé secrète et une clé secrète de Webhook qui va ok. t'être donné par Stripe. Puis après, tu peux configurer des différentes options. Par exemple, où est-ce que tu veux rediriger la personne. Donc par défaut, ça va être la page de succès de paiement. Tu peux même mettre un logo au-dessus qui apparaîtra en fait au-dessus de l'endroit où la personne rentre ses coordonnées de carte bancaire. Tu peux mettre une image, donc tu peux mettre un logo, tu peux mettre ce que tu veux, enfin voilà, peu importe. Tu peux mettre le compte bancaire qui va être utilisé pour ensuite créer les écritures de paiement correspondantes. Et puis ici, tu as cette nouvelle option, laisser Stripe gérer le cycle d'abonnement ou pas. Et donc, en fonction de si elle est cochée ou pas, bah, voilà, c'est ce que je t'ai expliqué juste avant. C'est soit c'est Stripe qui gère ça, et dans ce cas-là, tu es obligé de t'assurer qu'il y a une synchronisation en fait, entre les deux. Soit tu décoches ça, et là, dans ce cas-là, c'est Docos qui gère tout et qui envoie des demandes de paiement ponctuelles à Stripe. Ça, c'est la nouvelle version. On est sur quelle version, nous, au WIP? Sur celle-ci, sur la version 2. Voilà. Donc, vous avez là ce que je te montre normalement à 2-3 options près, mais pas ici dans Stripe, mais dans tout le système à 2-3 choses près, vous avez la même chose. C'est juste que celle-ci, je l'ai mis à jour ce matin avec les nouveaux développements que vous aurez probablement soit ce week-end si j'ai le temps de les tester d'ici là, soit lundi ou mardi. Et notamment, par exemple, la correction tu vois, du bug qu'on a vu hier sur les notes additionnelles. Ouais. Et ça, je l'ai corrigé ce matin et j'ai fait en sorte que du coup, maintenant, ce soit ajouté automatiquement dans les réservations d'articles. Okay. Et ça, vous l'aurez voilà, lundi ou mardi, probablement. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tester ce week-end. Ouais, non, mais t'inquiète, ça presse pas. De toute façon, on n'a pas de réservation en ce moment. Donc, ouais. Non, mais bon, du coup, c'est vrai que c'est un peu le moment aussi pour, tu vois, remettre à plat certaines choses et puis en profiter pour corriger des bugs quand c'en est. Par exemple, hier, c'était un bug sur une note additionnelle ou voir ce qui est vraiment important. Après, j'ai une liste longue comme le bras de choses. Même chez vous, j'ai plein de choses à faire pour le WIP parce que, voilà, vous m'avez fait pas mal de retours et donc, voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, j'espère que ce sera fini pour la fin du confinement, que vous ayez tous les outils qu'il faut. Du coup, voilà, donc les paramètres Stripe, ça, c'est la première option. Ça permet de configurer, en fait, de dire à Docos, voilà comment est-ce que je peux me connecter à Stripe. Ça, c'est ces deux éléments-là, la clé publiable et la clé secrète, c'est comment je me connecte à Stripe. Et tu as la même chose pour GoCardless. Hein, donc, si tu veux voilà, comprendre le fonctionnement, toutes ces plateformes, elles fonctionnent un peu de la même façon. Et puis, ensuite, on a ce qu'on appelle des webhooks. Donc, en gros, les webhooks, pour bien comprendre, c'est quand toi, tu nous fais une demande de paiement à Stripe, Stripe va processer le paiement et il va nous renvoyer en fait une information en disant là j'ai créé un nouveau paiement, là le paiement a été processé avec succès, etc. Hier je vous ai montré les documents hein, dans les demandes d'intégration, mais en fait pour être sûr de recevoir ce document, eh bien il va falloir pareil dire à Docos voilà la clé secrète qui permet de valider que ce webhook il a bien été envoyé par nous et par notre Stripe, parce que sinon, eh bien, tu peux imaginer que n'importe qui pourrait envoyer dans ton Docos des informations qui pourraient mettre en l'air ta comptabilité, d'où l'importance de cette clé secrète. Et dans Stripe, eh bien, il va falloir configurer un webhook, et normalement, chez vous, il est configuré, j'irai m'en assurer
ce midi, mais il est bien configuré. Il faut créer un webhook. Donc, c'est voilà, un nouveau document dans les paramètres de développeur de Stripe, en donnant l'adresse URL en fait, de votre site pour dire à Stripe, ben voilà, où est-ce qu'il faut envoyer mes webhooks. Et puis, tu peux également choisir les événements. Et c'est là où il y avait un petit problème de configuration à un moment donné dans votre site, parce que ça avait changé dans Docos, et c'est peut-être ma faute, je ne sais pas si je l'avais dit à Hugo ou pas, enfin voilà, peu importe, ça n'empêche que ce n'était pas bien configuré, et donc du coup, il n'envoyait pas les bons événements dans Docos, et donc du coup, comme Docos ne reçoit pas les bons événements, et comme j'ai expliqué hier, en fait, nous, on choisit les événements qu'on va processer. Il y en a certains qui ne sont pas gérés. Et donc, comme il n'y avait pas les bons événements qui étaient reçus, et bien, du coup, ça ne générait aucun document. En fait. Voilà, le flux s'arrêtait là, les documents n'étaient pas gérés. Donc, c'est juste ça. Il faut s'assurer que dans Stripe, ce soit bien configuré. Mais j'irai le faire parce que je crois que quand je l'ai fait passer sur la version 2, j'ai eu des échanges avec Hugo et il avait modifié les paramètres de configuration des webhooks Stripe. Donc, normalement, je pense que ça doit être correctement configuré. Ce que je soupçonne, c'est plutôt que les paiements qui ne sont pas passés, dont tu me parlais à 150 €, ça devait être avant quand c'était mal configuré, probablement. C'était normalement une facturation janvier, février, mars jusqu'au mois de juillet, normalement. Ouais, bah, ça doit être ça. Ça doit être toute une période où… Là, vous êtes passé sur la version 2 il y a 3 semaines, je pense. 3-4 semaines. Donc, en fait, c'est possible que sur la période précédente, l'intégration Stripe, elle n'ait pas été bien configurée. Et du coup, les écritures de paiement ne sont pas créées automatiquement dans Docos. OK. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la difficulté sur tous ces systèmes-là. C'est-à-dire que c'est bien, ça permet d'automatiser plein de choses, mais ça dépend beaucoup d'éléments de configuration qui, s'ils sont mal faits, eh bien, ou pas faits, eh bien, du coup, bah, ça ne marche pas complètement, quoi. D'où l'importance, c'est pour ça que je préfère passer du temps à vous expliquer en fait, les fonctionnements, voilà, le fonctionnement du système, parce que quand vous comprenez bien le fonctionnement, c'est très facile de savoir bah, ça ne marche pas pour telle raison, tu vois, parce que en fait, mon automatisation, elle est mal configurée, tout simplement, quoi. OK. Voilà. Donc voilà pour la gestion des paiements via Stripe, et c'est identique pour GoCardless. Hein. Donc vous aurez également une clé publiable ou une clé secrète ou un jeton unique, je ne sais plus dans GoCardless, mais peu importe. Et vous aurez des webhooks. Et donc il faut s'assurer que les deux sont bien configurés. Donc là, par exemple, ici sur GoCardless, j'ai bien un jeton d'accès et un secret webhooks. Voilà. Et ici, j'ai juste coché la case parce que je suis sur la sandbox GoCardless, je suis sur l'environnement de test. Donc, c'est pour ça que j'ai cette case qui est cochée. Derrière, juste pour que vous compreniez, en fait, que ce soit Stripe ou GoCardless, c'est associé à ce qu'on appelle une passerelle de paiement. Donc, c'est cette passerelle de paiement qui permet de définir, en fait, quels sont les éléments qui vont être utilisés dans le paiement. Donc, par exemple, ici, tu vois le compte de frais, si tu veux le modifier, tu sais, dans ton écriture de paiement en bas, il rajoute les frais GoCardless, les frais Stripe. Si tu voulais faire des comptes séparés, eh bien, tu pourrais faire des comptes séparés dans ton plan comptable et venir ici modifier ton compte de frais. On a 2 comptes séparés pour, on doit avoir 0,20 pour GoCardless et 0,10 pour Stripe. Ok, bah super, parfait. Ce que tu peux aussi changer, c'est les titres sur le portail et les icônes qui vont apparaître, puisque effectivement, toi, tu vas sélectionner GoCardless quand tu vas faire ta demande de paiement comme étant ta passerelle. Par contre, ton client, lui, tu ne veux pas qu'il voit GoCardless, il ne saura probablement même pas ce que c'est. Toi, tu vas lui mettre prélèvement SEPA, par exemple, ou prélèvement bancaire. Et puis ici, tu peux choisir, il y a 3 icônes qui sont disponibles, soit une carte de crédit, un virement ou une icône PayPal. Voilà, j'en rajouterai peut-être d'autres par la suite. Et du coup, ça te permet de configurer ce qui va apparaître sur le portail. Et puis, voilà, ici, tu peux choisir le mode de paiement qui va être sélectionné automatiquement dans ton écriture de paiement. Donc, savoir, ici, tu peux, par exemple, moi, j'ai mis virement parce que c'est sur le site de test, je ne me suis pas cassé la tête, mais ici, tu peux peut-être mettre prélèvement GoCardless, tu vois, si tu veux vraiment séparer tes modes de paiement. Je crois qu'il a paramétré GoCardless et Stripe. D'accord, bah, c'est super. Ouais. Oui, normalement, c'est bon. Ouais, bah, je t'avoue que je ne sais plus, hein, donc c'est pour ça que je te dis de manière générique. C'est le genre de choses que je laisse faire Hugo. D'accord, ok. Ça, au moins, je fais pas d'erreur, je fais pas de… Bah, oui, après, voilà, après c'est des choses, effectivement, où même tu peux en discuter avec lui si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te paraît, tu vois, pas logique, par exemple, dans votre gestion, quoi. Voilà, et du coup, tu veux voir à quoi ça ressemble peut-être de l'autre côté, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir côté utilisateur. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir Non, justement, j'aimerais bien y avoir accès. Je demanderai à Hugo comment, pour voir un peu l'interface
Alors, l'interface utilisateur, c'est celle que je suis en train de te montrer ici. Voilà, donc l'utilisateur, il va arriver là-dessus. Donc là, effectivement, il faut que vous décidiez ce que vous activez ou ce que vous désactivez sur votre portail. On peut aller voir après les configurations des portails si vous voulez. À l'intérieur de ça, si tu lui as donné par exemple accès à ses factures, eh bien, il pourra voir la liste de ses factures et il peut voir les factures qui sont impayées. Et donc ici, eh bien, la personne a la possibilité de venir faire son paiement. Et donc, si je fais payer, alors là, en l'occurrence, j'aurai que, ça c'est une limitation, c'est que si je paye directement sur le portail, c'est-à-dire que je fais payer dans ma facture, je ne peux avoir accès qu'à une seule passerelle de paiement qui est configurable dans les paramètres du panier. On ira les voir après. Donc là, en l'occurrence, je suis ramené automatiquement sur sur une page de paiement Stripe. Et je te disais ici, en fait, au-dessus, si tu le souhaites, tu peux avoir une image. Tu vois, tu peux mettre quelque chose, un logo ou quelque chose qui apparaît juste au-dessus. C'est ce qu'on voyait, tu sais, avant dans les paramètres Stripe. En fait, cette interface-là, c'est uniquement quand les personnes réservent en ligne. Ceux qui nous appellent, pour qui on fait un devis, ils n'ont pas de compte en ligne. C'est ça. Et je vais te montrer. Voilà. Donc là, je finis avec un paiement. Je fais un paiement. Si vous voulez, vous pouvez faire des paiements sur la plateforme de test. La carte bancaire à utiliser, c'est 4242424242. Et puis après, tu mets ce que tu veux. Il faut juste mettre une date dans le futur. Voilà. Et du coup, là, tu peux faire des paiements de test si tu le souhaites. Si tu veux, voilà. Tester sur le tierlieu.docos.io. Il y a d'autres cartes bancaires disponibles sur le site de Stripe. Si tu tapes Stripe Test Card, tu verras, il y a plein d'autres cartes bancaires. Moi, j'utilise toujours celle-ci. C'est une carte américaine, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'est juste que derrière, j'ai un petit souci là sur les réconciliations de taux de change qu'il faut que je règle rapidement. Mais sinon, à part ça, ça marche bien. Et donc là, tu peux tester, tu fais payer. Voilà, il va générer ton paiement. Et voilà ce que voit la personne. Et derrière, elle est ramenée, elle est ramenée sur son compte client. Et normalement, donc sa facture, elle est censée être payée. Sauf que là, comme j'ai un problème de rapprochement, on va aller voir ce que ça donne d'ailleurs. Comme ça, j'ai un problème de taux de change. Et donc, du coup, mon paiement, il va être mis en brouillon. Je te montre juste ce qui s'est passé. Toi, de ton côté, donc la personne, elle a fait son paiement sur Stripe. Nous, de notre côté, on a une demande d'intégration qui va être arrivée, paf, qui est là. Donc, vous voyez, il y a 2 minutes, on a eu notre paiement qui a été créé. Ça, c'est quand j'ai cliqué sur… en fait, ce n'est pas un paiement, c'est une demande de paiement. C'est une payment intent, ça s'appelle chez Stripe. Ça, c'est lié aux règles PS2, c'est ça? Enfin, les règles européennes bancaires qui viennent d'être sorties là, en 2020. Qui en fait oblige notamment à faire à utiliser le système 3D Secure, etc. Donc là, on ne l'a pas vu, mais tu peux utiliser des cartes bancaires où en fait, il va ouvrir un pop-up et la personne va recevoir un SMS et devra valider en fait le paiement avec le numéro qu'elle aura reçu par SMS. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un payment intent. Pourquoi? Parce que comme cette vérification, elle peut tomber en échec, eh bien, Stripe va générer une intention de paiement. Et cette intention de paiement, elle sera transformée uniquement quand le paiement sera véritablement validé. Mais la personne peut éventuellement quitter en fait, la page, revenir, retenter, et ce sera la même intention de paiement en fait, qui sera utilisée. C'est un peu l'idée. Donc ça, ici, c'est un document qui ne nous intéresse pas vraiment. On l'a enregistré parce que voilà, on veut savoir qu'il y a eu une intention de paiement qui a été créée, mais c'est pas un webhook qui va être transformé en paiement. Il est juste lié avec la demande de paiement qui avait été créée automatiquement. Donc, je vous ai dit, tout passe par une demande de paiement. Donc, comme vous créez des demandes de paiement à partir d'un devis ou à partir d'une commande ou à partir d'une facture, et bien, quand la personne est sur le panier, et bien, quand elle clique sur payer, ça va également créer une demande de paiement. Et puis, cette demande de paiement, après, elle est faite avec succès. Et là, du coup, notre demande d'intégration qui va être récupérée, ça va être un paiement succès. Et c'est juste que là, on a une erreur parce qu'il nous dit, attention, il faut allouer le montant restant dû avant de soumettre. Et on voit qu'il nous a créé une écriture de paiement en brouillon. Et en fait, à l'intérieur, mais ça, il faut que je le règle très rapidement. Ici, ce que j'ai comme souci, c'est que mon montant reçu, c'est 533,23 et que là, à cause des histoires de taux de change, il me met 530,88. Voilà. Et du coup, j'ai un écart de montant de 2,15 €. Et du coup, quand j'ai un écart de montant comme ça, alors c'est le comportement qu'on veut. On veut que le système, dans ce cas-là, ne valide pas notre paiement.
toi, si tu vois un paiement en brouillon comme ça, pour X ou Y raison, tu peux venir voir à l'intérieur. Et si tu as un écart de montant, en fait, il faut comprendre pourquoi tu as un écart de montant et il faut le résoudre. Il ne faut jamais que tu aies un écart de montant. Donc ici, j'ai deux solutions. Soit je fais confiance en fait à mon calcul de taux de change, qui là, en l'occurrence, je sais qu'il est faux. Et du coup, je me dis, le reste, je le passe directement en perte, donc en charges diverses de gestion courante, ou éventuellement en gain et perte de change. Et là, du coup, ça passe en perte de change financière. Soit, eh bien, je règle mon problème de montant payé et dans ce cas-là, je n'aurai pas cette différence. Donc, voilà. Là, c'est parce qu'on est vraiment sur un compte en USD. Hein. C'est parce qu'en fait, mon compte Stripe de test et ma carte bancaire, ils sont en USD. C'est pour ça que ça pose problème, en fait. Et du coup, est-ce que toi, tu sais si on a cette option justement de pouvoir valider manuellement quand il y a un problème, tu sais, au niveau du montant payé et le montant alloué? Parce que je t'avais dit que j'avais eu plusieurs écritures où le montant alloué ne correspondait pas. Par exemple, le montant de la facture, il est à 270. Le client a bien payé 270, mais au niveau du montant alloué, j'ai 225. Ouais, ça, c'est pas normal. Ouais. Là, dans ce cas-là, il faut annuler le paiement et le modifier. Et modifier le paiement. Parce que je fais pour faire les régules, pour éviter justement d'annuler et repasser, je refais une écriture de paiement avec simplement la différence du montant alloué en reprenant en fait la référence initiale du paiement Stripe. Ouais, mais tu vas avoir un souci parce que du coup, ici, j'imagine que ton montant payé, c'est 240. Non, parce qu'en fait, au niveau du solde, il me remet en fait les 45, parce que je le relie en fait à la facture. Parce qu'il considère que la facture, elle est restée en impayé. Parce que tout à fait. Et du coup, pour pouvoir en fait régulariser, je fais obtenir les factures en attente et ça me remet la facture avec le solde restant à payer. Oui. Alors ça c'est pas un problème du tout. Ce que tu dis, ça ce serait vrai. Si je prends ton cas, imaginons là, on a notre paiement de 547,20 €. Imaginons là, donc j'ai 547,20 €. Si je suis en. Tu as mis en 57 euros. Pardon. Et donc ici, je vais juste mettre, on va mettre 1 en taux de change. Peu importe. Voilà, ici, en fait, là, j'ai 547,20 €. Toi, si je comprends bien ton cas, c'est qu'ici, il t'a mis 500 €, quoi, grosso modo, ou 400 €, peu importe. Il t'a mis un montant alloué différent. Et donc, ici, tu as un montant non alloué correspondant à la différence entre ton montant payé et le montant alloué à la facture. On est d'accord? Je ne suis pas sûre que justement qu'il y ait un écart. Donc, il y a toujours l'écart de montant qui correspond aux frais Stripe. Mais je n'ai pas le souvenir. Je me demande si le montant ne reste pas en fait à zéro. Parce que en fait, ce qui m'inquiète juste dans ce que tu viens de me dire, c'est que si tu as un montant qui est supérieur au montant alloué et que du coup, tu as un montant restant, enfin un montant non alloué ici, c'est que ce montant-là, il va être enregistré en fait sur ton compte de banque, tu vois, en comptabilité. Et donc, ça veut dire que si tu fais un deuxième paiement avec, par exemple, ici, nos 147,20 € qui manquent, eh bien, du coup, tu vas avoir en fait 147,20 € qui vont être enregistrés en plus sur ton compte de banque. Et donc, si jamais demain tu veux faire ton rapprochement bancaire, eh ben, tu auras 147,20 € que tu ne pourras pas rapprocher puisque tu considéreras qu'ils ont été payés 2 fois. Pareil, il faudrait que je regarde le cas exact pour bien, voilà, bien être sûr. Je crois que j'en ai 2-3 comme ça où il y a eu un souci. Sinon, je retrouverai l'écriture et quand on se reverra pendant une petite formation, je te montrerai. Ouais, on regardera ces cas-là. En fait, juste ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le montant payé qui est ici, c'est ce montant qui est vraiment important puisque c'est ce montant qui va être comptabilisé sur le compte 512 en comptabilité, donc le compte de banque. Tandis que le montant qui est ici, c'est le montant qui va être déduit du compte de tiers correspondant à la facture. Donc, si tu as un décalage en fait, entre les deux, soit tu l'expliques effectivement par une charge ou un produit éventuellement si c'est un gain de change financière, soit sinon, ça veut dire que tu as un montant qui reste alloué à ton compte client qui ne sera jamais soldé. Voilà, c'est ça qui peut être embêtant. Ou à l'inverse, comme je disais, si tu as un montant payé qui est supérieur, ben dans ce cas, tu auras un montant qui sera alloué à ton compte de banque qui, lui, ne correspondra jamais à une réalité, en fait. Okay. Voilà, après, il faudrait voir le cas spécifique. Mais juste pour que, voilà, je pense que si tu comprends bien les principes, ce sera peut-être plus clair pour toi la prochaine fois, tu vois, quand tu analyseras un paiement. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le rapprochement bancaire, en fait.
Ouais. Il n'a jamais été fait, donc il y a encore un truc qu'il va falloir que Ouais. j'écris. Bah, si, le rapprochement bancaire, je peux t'en toucher juste un mot sur parce que ça pareil, Jean-François, ça peut l'intéresser aussi le jour où ils vont rentrer en fait toutes leurs factures, etc. Enfin, et tous leurs paiements dans Docos. Vous avez deux solutions. Soit vous dites, alors dans le cas du WIP, c'est envisageable de se dire, en fait, on reprend le rapprochement depuis le tout début. Et là, bon, ça va être un sacré boulot parce qu'il faut rapprocher tout depuis 2019. Et encore, j'espère que le compte bancaire, il n'avait pas été créé avant. Donc, tu vois, s'il avait été créé avant… On a changé de banque. Avant, ils étaient à la caisse d'épargne et depuis octobre 2019, je crois, ils sont passés sur Conto. Sur Conto, ouais. Donc, ouais. Bah, voilà, donc après, l'avantage, c'est que sur Conto, tu sais qu'au maximum, il faudrait que tu remontes jusqu'à octobre 2019 pour faire ton rapprochement. Une autre solution, c'est aussi de dire, tu te dis, par exemple, imaginons que tu te dis, je vais démarrer le rapprochement à partir de janvier 2021. Voilà, et on laisse tomber 2020 et 2019. Enfin, ce serait trop de travail. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire également dans Docos, c'est que tu peux rentrer une transaction au 31 décembre avec le montant que tu as sur le compte bancaire, en fait, au débit ou au crédit, peu importe. Et puis, cette transaction, tu peux décider de ne pas la rapprocher. Et en fait, de commencer à rapprocher que les nouvelles écritures à partir de 2021. Ça, c'est aussi une stratégie qui marche bien. Et notamment pour tous ceux qui, par exemple, démarrent sur ce nouveau système. Comment dire, avec beaucoup d'historique, et que ce serait complètement inconcevable de se dire on va faire le rapprochement des 5 dernières années, quoi. Enfin, t'imagines le travail gigantesque pour en plus très peu de valeur ajoutée, puisque à partir du moment où tu as validé ton bilan, bon, l'histoire du rapprochement, c'est de s'assurer que tu n'as pas d'erreur dans ta comptabilité côté trésorerie. Donc en fait, si de toute façon tu as déjà validé ton bilan… Après, nous, je te dis, la comptabilité, on ne la fait pas sur Docos. Donc, Oui, mais ça peut te permettre de t'assurer, tu vois, comme c'est côté trésorerie, c'est côté transactionnel. Et le fait de faire ton rapprochement, même si c'est du travail en ça plus, permet ça de peut, voir les ça te paiements permet… qui vont être honorés ou pas. Ben ouais, déjà les paiements qui ont été honorés ou pas, et puis si tu n'as pas d'erreur en termes de facturation Ouais. et de comptabilisation de paiement. Et derrière, comme c'est ça que vous transmettez de toute façon, j'imagine, à votre expert comptable, ça te limite aussi, toi, les erreurs potentielles que tu vas lui transmettre, sur lesquelles lui, il n'a pas de responsabilité. Hein. Je pense que votre contrat avec lui dit que c'est vous qui êtes responsable en fait, des données que vous lui transmettez. Donc, ça a un certain sens quand même de le faire, sachant que c'est pas très chronophage, le rapprochement. En soi, c'est pas le rapprochement qui est chronophage. Ce qui est chronophage, c'est de corriger les erreurs qui peuvent venir avant le rapprochement. Et du coup, c'est à ça que ça sert aussi, quoi. Moi, j'aime bien le rapprochement parce que c'est vraiment une étape, tu vois, hyper importante pour t'assurer que tu t'es pas trompé avant. C'est pour ça que j'épluche tous les comptes clients un par un, hein, parce que tu t'aperçois que si tu vérifies vraiment pas toutes les écritures, tu passes à côté de quelque chose. Et je te dis, si je vérifie pas les montants alloués, les montants, tu t'aperçois qu'il y a des erreurs. Donc, c'est vrai que c'est assez chronophage comme travail. Surtout dans ton cas où tu dois rattraper un an d'historique. 1 an et demi d'historique. Enfin, voilà. C'est sûr que c'est pas évident. Mais après, une fois, l'avantage, c'est que quand tu auras fini de rattraper l'historique et que tout sera mis en place, je pense que c'est du travail qui va te faire gagner beaucoup de temps, en fait, puisque derrière, tu vas être capable de savoir comment ça fonctionne. Et… Manipuler Docos, quoi. Comment ? Ça permet aussi d'apprendre à manipuler Docos. Ah là, oui, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de faire ça. Là, t'es dans le dur. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, complètement. Du coup, voilà, on était sur la partie écriture de paiement. Donc ça, oui, je vous ai montré le paiement quand la personne a payé la facture directement en ligne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'autre cas, c'est le cas où on va prendre une de nos factures de vente. On va prendre une facture qui est impayée et on ne va pas prendre pour ce client-là. Est-ce qu'on n'a pas… Tiens, Fabien, il a une facture de 3 €. Ah bah dis donc, c'est pas beaucoup. Et donc là, on va faire une demande de paiement pour Fabien.
Donc ici, c'est là où on peut sélectionner nos passerelles de paiement. Donc je sais pas, je pense que Jean-François, il n'est pas forcément, il l'a jamais vu, mais toi tu le sais. Et donc là, tu peux sélectionner. Alors soit tu peux faire des modèles. L'idée c'est de pouvoir faire un modèle dans lequel tu mets GoCardless et Stripe, comme ça tu sélectionnes ton modèle et ça rajoute automatiquement les deux passerelles. Et tu vois, tu peux avoir un modèle paiement supérieur à 2 000 €, paiement inférieur à 2 000 €. Alors j'espère, pareil, ça fait partie des choses qu'il faudrait que j'arrive à faire, d'automatiser en fait en fonction du, tu vois, de mettre des règles qui soient automatiques en fonction du montant. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y avait les modèles initialement, pour que tu puisses créer plusieurs modèles qui correspondent à tes besoins. Et voilà, et tu sélectionnes le bon modèle en fonction du montant dans la devise de la transaction. Juste ici, c'est une question que vous pouvez poser. Ici, on peut mettre des frais. C'est quand vous connaissez les frais à l'avance. Vous, dans le cadre des GoCardless et Stripe, ce n'est pas votre cas. Vous ne les connaissez pas. Mais c'est pour ceux qui envoient des demandes de paiement, par exemple avec d'autres plateformes où tu sais que les frais sont fixes. Et dans ce cas-là, tu peux mettre ici un montant de frais initial qui sera voilà, derrière comptabilisé dans l'écriture de paiement dans la partie des frais. Ok. Voilà, donc là, je vais enregistrer. Je vais juste ne pas envoyer d'email à Fabien, parce que je n'ai pas besoin. Et je vais valider. Donc, juste pour rappel, ici, quand notre client a un mandat SEPA valide, on a une petite case action, je crois, qui apparaît, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel on peut cliquer sur le bouton processer le paiement immédiatement. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'as pas besoin en fait, d'envoyer un email à ton client pour lui demander de remplir comment dire, de donner ses coordonnées bancaires, etc. Parce que tu les as déjà, tu peux lui envoyer dans ce cas-là un email juste qui lui dit, tu vois par exemple ici, tu peux mettre un autre modèle d'email, on ne le voit plus, mais un autre modèle qui dit, comment dire, le paiement pour votre facture a bien été Honoré. Honoré, exactement. Excusez-moi. D'accord. Donc, c'était juste... Alors, j'essaie de revenir sur ma page, mais il y a le panneau de contrôle. Voilà. Donc voilà notre demande de paiement. Notre demande de paiement, elle a automatiquement généré un lien de paiement. Il est là, donc je vais le copier dans... Hop. Et puis, je vais me déconnecter pour ne pas faire d'interférence. Voilà. Et donc là, j'ai mon lien de paiement. Et donc voilà ce que voit votre client, en fait. Lui, il arrive là-dessus. Et il voit prélèvement SEPA aux cartes bancaires. Et donc, donc en fonction de la passerelle de paiement, donc si tu te souviens, tu sais, dans la passerelle de paiement, dans le compte de passerelle de paiement, tu peux sélectionner, tu peux choisir l'intitulé et puis l'icône qui va apparaître. Donc ça, c'est l'icône prélèvement et ça, c'est l'icône carte bancaire. Voilà. Okay. J'en rajouterai peut-être d'autres plus tard. Et donc là, après, le client, il a la possibilité de choisir la méthode de paiement qui lui convient le mieux. Ici, le titre que tu as ici, c'est le sujet de l'email. C'est pas forcément voilà, évident non plus à savoir. Donc ici, tu peux changer ton sujet d'email et ça changera le titre qui vient ici pour que tu mettes quelque chose qui soit peut-être plus parlant pour ton client. Et donc là, si je choisis par exemple prélèvement SEPA, j'arrive sur cette page-là. Tout à l'heure, on a vu les paiements par carte bancaire et là, on arrive là-dessus. Je vais juste... C'est quand même pas... Il y a plein de petits problèmes sur... Ah voilà, j'avais des pages, des éléments de zoom en plein milieu de ma page, c'est pas facile. Et donc là, je vais pouvoir mettre mon IBAN. Alors pareil, vous pouvez vous amuser. Donc là, je vais mettre GoCardless test IBAN. Et en plus, c'est cool, leur IBAN de test, c'est un IBAN français. Donc en plus, on sait que ça marche avec les IBAN français. Voilà. Donc juste aussi, bon alors ça c'est petit aparté, mais ici, vous voyez, on n'est pas sur Docos. On est redirigé automatiquement sur la page de GoCardless. Pourquoi? Parce que pour pouvoir proposer une page de paiement, il faut répondre à un certain nombre de critères. Voilà, il faut être PCI compliant, etc. Et que pour faire ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour nous de le faire dans Docos. Donc du coup, on utilise la page de GoCardless. Du coup, le problème, c'est que partout, il y a marqué GoCardless. Donc, ça peut ne pas être un souci. Comme ça peut être un souci, en fait, il faut prendre un abonnement plus cher chez GoCardless pour supprimer les éléments GoCardless, quoi, tout simplement. Mais bon,
Voilà. Sinon, si vous n'avez pas d'abonnement, que vous utilisez juste du paiement ponctuel comme on fait là, à ce moment-là, bah, tu auras GoCardless qui se met partout. Moi, je pense que ce n'est pas forcément gênant, mais je vous le dis au cas où c'est quelque chose qui pose un souci. Tu vois, il y aura GoCardless sur ton relevé bancaire. Bon, bah, là, il faut prendre un abonnement, je crois, à 150 € par mois. Et dans ce cas-là, ils ne te mettent pas GoCardless, ils te mettent le WIP, par exemple, ou le HLAB sur ton relevé bancaire. Enfin, sur le relevé bancaire du client, plutôt. Pardon. Donc, c'est juste à savoir, ne serait-ce que parce que si vos clients vous disent « je ne comprends pas, le WIP me prélève et c'est toujours marqué GoCardless, je reçois des emails avec marqué GoCardless, etc. » Voilà, juste savoir que bah oui, c'est parce que c'est normal, on n'a pas un abonnement qui permet de faire du white label, ça s'appelle, donc de ne pas avoir de libellé. Et donc là, je vais confirmer mon paiement. Et là, je reviens sur Docos. Voilà, donc je suis sorti de GoCardless, je suis revenu sur Docos. Et là, voilà mon client, il arrive là-dessus. Et donc là, il reviendrait sur la page du WIP. Hein. Ok. Voilà. Et là, tu as vu que je ne me suis pas connecté. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui a pu le faire sans être connecté à Docos. À la différence de tout à l'heure où c'était quelqu'un c'était notre utilisateur qui était connecté et qui du coup, lui, n'avait accès depuis son portail, hein, depuis voilà, qu'à un seul mode de paiement. Mais ça va évoluer pareil prochainement parce que voilà, ce serait bien de proposer pareil les différents modes de paiement à nos clients en fonction de différents montants. Est-ce que ça répond à tes questions sur les abonnements? Oui, ouais. Non, moi c'est bon. Ok. Je ne sais pas si on a encore Jean-François ou si on l'a perdu depuis tout à l'heure. Non, je suis toujours là, j'écoute. D'accord. Ok. Écoute, peut-être que Jean-François, si tu as des questions. Non, pas pour le moment. J'étais dans l'importation de plan comptable là, en ce moment, donc je suis en train de faire le CSV et compagnie. Eh bien, ce que je peux vous proposer, donc toi, si tu es sur ton CSV de plan comptable, effectivement, c'est une chose. Pas très intéressant. Si Fanny, peut-être que Fanny, je ne sais pas si, probablement hier soir, tu n'as pas dû avoir le temps de faire les tests des CS qu'on s'est dit hier, etc. Ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement que vous travaillez un petit peu sur vos différents sujets. Moi, je vais aller faire un tour dans la salle 2 pour voir s'ils ont besoin d'un coup de main. Et puis, je reviendrai voilà, d'ici une demi-heure dans cette salle-là pour voir si vous avez des questions, si vous êtes bloqué, pour voir si je peux vous accompagner, quoi. Ouais, pas de souci. Voilà. Et puis, de toute façon, vous êtes déjà tous les deux. Je ne vous laisse pas tout seul. Hein. Vous pouvez également vous entraider. Ça, c'est possible. Et puis, je vois qu'il y a Patricia qui est là éventuellement. Ça vous va? On fait comme ça? Ok. Super. Yes. Eh bien, bon courage. Et puis, à tout à l'heure. Ouais. Ouais, Jean-François? Allô? Il y a quelqu'un? Ouais, je suis là. Je me fais chauffer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez besoin de moi ou pas? Écoute, j'ai des petits soucis avec mes petites matrices. Donc là, je suis en train de revoir un peu le mail qu'on envoie pour les devis. J'aimerais bien insérer la date de validité. Donc, le nom du contact, ça fonctionne. Mais pour aller, en fait, chercher les informations du document, ça me met un message d'erreur.
Ok. Eh ben, tu peux me copier-coller ta notification, ce que tu as fait jusqu'à présent, puis on va la faire dans la démo. Comme ça, Ok. je pourrais te partager mon écran. Alors, attends que je retrouve ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé doc, j'ai essayé sans doc, ça ne fonctionne pas. D'accord. Bah, écoute, on va regarder ça. Pas de souci. Ah oui, c'est les emails, c'est modèle d'email, pardon. C'est pas les. Oui, en modèle d'email. Ouais. Je Donc t'ai là, copié en fait le. Ah ouais, j'avais enlevé les balises. Donc, tu vois, afin de confirmer votre réservation, merci de nous retourner ce devis signé avant le. Donc, normalement, j'ouvre les balises. d'accord. Je mets doc.date til et je referme. Alors là, tu n'auras pas besoin de mettre le doc. Je suis désolé, hein, c'est vrai que c'est un peu délicat. En fait, pour résumer, quand c'est des emails que tu fais, parce que ça, c'est un email que tu vas faire en cliquant sur email, en fait, tout en haut. Tu sais, tu fais menu email. Cela, il n'y a pas besoin de mettre le doc. Par contre, le doc, c'est uniquement dans les notifications et dans les emails des demandes de paiement, tu sais, en bas. Voilà. OK. Voilà, peut-être que c'est plus clair comme ça. Pour avoir une règle, voilà, une règle qui soit valable tout le temps, c'est celle-ci. Et c'est juste que dans les demandes de paiement, tu as doc, mais tu as également référence et tu as également payment link. C'est ça OK. les trois variables. Enfin, il y a 2 objets et une variable unique. Celui-ci fonctionne. Celui qu'on Super. envoie pour les demandes de paiement, il fonctionne. Donc, je vais le modifier, mais pas enlever le lien vers le paiement. Je rajouterai des petites choses sans supprimer tout, en fait, Ouais, pour garder la partie qui fonctionne. Mais j'ai essayé en mettant simplement date til. Ça ne fonctionne pas. D'accord. La date de validité. Donc, quand tu vas Ouais. sur ta page de devis, tu cliques sur personnaliser, c'est ça? Ouais, écoute, on va le faire ensemble. Hop, devis. Alors, personnaliser. Donc, c'est valide-t-il, pas date. Valide-t-il. OK. Sujet. Importe. Alors. Ça me rassure. Waouh. Ça me rassure, parce que je me disais, mais pourtant, je ne suis pas folle. J'ai bien compris hier ce qu'il m'a dit de. Bah ouais. Okay. Bah écoute, ça c'est incroyable. Attends, je regarde juste avec d'autres. Et c'est vrai que tu vois, j'ai fait pour tester justement ce mail d'expédition pour voir en fait les éléments qui apparaissaient. Donc adresse détail, ça fonctionne et total aussi. Non, j'ai exactement pareil que toi. Parce que je voulais voir en fait si en mettant donc du coup customer et ça changeait quelque chose dans mon email et non. Pour voir en fait quelle matrice il fallait que. Donc grand total, ça fonctionne. Customer adresse aussi. Mais les autres, je ne comprends pas. Ah oui, donc grand total, ça fonctionne aussi. C'est ça. Alors ça, c'est... Et attends, je vais essayer avec donc, transaction date. Bah, pareil. écoute, ça, c'est un... Contact display aussi, tu vois, mon nom apparaît nickel. Ouais. C'est le valide-t-il qui ne marche pas. Mais même les autres, j'ai voulu insérer en fait, pareil, le numéro du devis. Donc, à moins que j'ai pris la mauvaise, mais tu vois, voici votre devis, numéro. Je voulais ajouter en fait le numéro du devis dans l'email. Alors, ok, mais tu me disais le numéro du devis? Ouais, tu vois, vous trouverez 6 juin le devis. Je voulais mettre numéro et mettre le numéro de devis en fait.
Et là, si tu mets name, ça marche pas. Ah, j'ai pas essayé name. Ouais, parce que ton numéro de devise, ce sera name. Donc celui-là, je pense que ça devrait le faire. Je suis en train de me poser la question si en fait le souci ne vient pas du fait que c'est un champ caché. Et ça ne devrait pas poser problème. Mais ouais. Donc ça marche bien avec, tu vois, avec super. name. Ça marche bien avec la date. Je vais voilà, vérifier mon intuition. On va regarder si le valide-t-il. Parce que si c'est ça, effectivement, bah, faut que je corrige le. Ah oui, mais là, il n'y a pas de valeur, en fait. Comment ça se fait? Attends. Il n'y a pas de valeur. C'est peut-être pour ça. Alors, je vais essayer de refaire un. Mais c'est quand même bizarre qu'il m'affiche ça. Normalement, il devrait me mettre none s'il n'y a pas de valeur. Ça sert à rien, c'est bien. Toujours des choses. Donc valable jusqu'au 6-12, c'est très bien. Hop. Email, si déjà je suis en mode comme ça, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, donc tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que le champ, il n'a pas de valeur, et en fait, au lieu de mettre none, c'est marrant, il nous affiche ça comme ça. Parce que tu vois, là, ça marche avec le valide-t-il. Ouais. Dans un document où j'ai bien valable jusqu'au. Donc bon, c'est effectivement un petit bug, je dirais. Je vais juste essayer une chose pour voir si ça peut résoudre le souci. Si on fait ça. Si tu vois, en fait, ici, on n'a pas de date de validité, et donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais ça devrait. Hein. Nous, tous nos devis, en fait, ils ont une date de validité. Là, je Ouais. l'ai modifié, je l'ai mis à 7 jours. Parce qu'un Ouais. un mois, c'est trop long pour la réservation de salle, ça nous bloque. Donc, en une semaine, on peut être réactif. Ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr que ça, tu peux le changer dans les paramètres de vente. Hein, tu as dû trouver. Oui, j'ai vu. Donc, parfait. Super, ça sert à ça, justement. Et de toute façon, j'avais rajouté une option parce que le problème qu'on avait qu'il y a dans ERPNext et qui, moi, m'embêtait beaucoup, c'est que tu as quand même le cas souvent de gens qui répondent après la date d'expiration. Et bon, tu vas quand même pas leur dire, bah non, vous avez dépassé votre date d'expiration, c'est fini, si tu as encore de la disponibilité. Donc, du coup, il y a une option qui permet d'étendre la date de validité. Oui, Après ça, je l'ai fait parce qu'il y a eu des devis qui avaient été édités au mois d'août et qui nous sont revenus là récemment. Donc ça, j'ai vu qu'on pouvait étendre la durée du devis. Voilà, parce que l'avantage, c'est, enfin, juste pour que tu comprennes, en fait, si la date de validité est atteinte, et tu peux plus créer un bon de commande à partir d'un devis. Oui. Donc c'est pour ça que si jamais, voilà, donc tu t'étends la date de validité et après tu peux créer ton bon de commande. Okay. Alors pour résoudre un peu ton souci, effectivement, en fait, c'est juste que, tu vois, hier je vous disais qu'il affichait none quand il n'y avait pas de valeur. Bon, apparemment, il faut que je comprenne pourquoi il affiche maintenant la balise, ce qui n'est pas mieux que none. Enfin, de toute façon, dans les deux cas, c'est pas terrible. Donc en fait, pense bien à mettre or avec deux guillemets. Et comme ça, il ne mettra rien. Il vaut mieux, enfin, c'est quand même plus propre d'envoyer, même si c'est pas parfait, un truc où il n'y a pas de date que, tu vois, où la date, elle est libre que valide-t-il, quoi. Okay. Voilà. Et juste, je vais te donner un petit tips. Tu peux utiliser aussi tu peux utiliser ça. Ok. Pour formater ta date, alors il y en a plusieurs. Alors, je ne sais plus lesquels, on va les regarder ensemble. Il y en a plusieurs, ça c'est vraiment voilà, l'usage un peu plus avancé, mais qui te permet. Alors attends, je ne suis pas sur ce devis-là parce que je n'ai pas de données. Hop, ici. Email. C'est l'usage qui te permet aussi de formater parce que les dates, elles ne sont pas très jolies. En plus, elles sont en anglais. Donc, c'est pas terrible. Donc, déjà, si tu utilises ça, il va te le mettre sous ce format-là 6-12-2020. Donc ça, c'est déjà pas mal parce que en fait, il va prendre le format que tu as défini dans les paramètres système de Docos, donc le format français pour vous. Donc déjà, c'est mieux que le format 2020-12-06. Voilà. Et puis, tu peux aller un peu plus loin avec ça. Je te la retrouve tout de suite. C'est...
Bon, je fais un peu un test avec toi parce que je ne me souviens plus si on peut la passer comme ça ou pas. Mais Ouais, on va non, essayer. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà. Et l'idée, c'est de... J'ai pas eu le temps de noter ce que tu avais mis. Tu peux me le copier dans le chat? Ouais. Comme Bah, écoute, ça, je te le mets dans le chat tout de suite. Donc ça, c'est une autre façon de le faire. Ouais, en fait, non, c'est la même chose, c'est juste qu'en plus de ta variable, tu vas rajouter un formateur, en fait, quelque chose qui va formater. Et voilà. Et donc, le formateur, il va être celui-là, donc je te mets avec le valid till dedans, pour que tu comprennes bien. Hop. Je te mets la balise complète dans le chat, comme ça, ce sera vraiment, vraiment très clair. Voilà. Donc ça, c'est pour celui que je viens de t'envoyer, c'est pour formater avec le format de date français, mais quand même avec des slash. Ok. Maintenant, celui que j'essaye de faire, c'est un petit peu plus élaboré, c'est qu'ils te mettent janvier, enfin tu vois... Écrit comment en dire, lettres. ouais, qu'ils te mettent avec les lettres en français, c'est juste que j'essaie de le retrouver. Voilà, c'est celui-là, comme ça. Tac. Voilà. Ça, Global Date Format. Donc en fait, c'est le même fonctionnement, c'est juste que tu mets une fonction en fait qui va le valider. Et là, en fait, il y a un truc qui permet de mettre, pour s'assurer que c'est envoyé en français. Alors, toi, dans ton cas, tu n'as pas besoin sur ce genre de notification, mais dans les notifications, il faudra bien mettre la langue, parce que les notifications, par défaut, elles sont envoyées en anglais. Et donc, du coup, le formatage, sinon, il sera en anglais, ta date, elle sera en anglais, c'est un peu gênant. D'accord. Par contre, quand tu fais un email, comme il prend la langue de ton utilisateur, eh bien, ce sera envoyé en français. Donc, on va essayer déjà comme ça, puis après, je te montrerai comment s'assurer que c'est forcément français. Donc, email. Non, il ne veut pas. Autant pour moi, c'est parce que c'est pas utile. Je vérifie. Hein. J'avoue, là, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps. Donc mais je sais qu'il marche bien parce que ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Yes. Et donc là, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il te met 6 décembre 2020 et là, c'est la classe. Ouais, ah oui, carrément. c'est quand même vachement mieux. Et donc, pour s'assurer que c'est bien en français, il faut juste voilà, rajouter, donc c'est une fonction, hein, donc là, si tu ne faisais pas de développement informatique, eh ben, je t'apprends que tu es en train d'en faire, et donc voilà, c'est la classe. Et donc là, maintenant, tu peux mettre langue égale FR, si je ne dis pas de bêtises. L'avantage de faire ça, c'est que il ne met pas d'erreur. Je vérifie même qu'il va bien... On recommence. Voilà. Donc là, c'est bien, il ne met pas d'erreur. Et en fait, tu es sûr que ça, si tu mets ça dans tes notifications, eh bien, même si les mails sont envoyés automatiquement par le système, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système, lui, quand il envoie des notifications, c'est un utilisateur système qui les envoie et l'utilisateur, sa langue, elle est en anglais, en fait, par défaut. Et donc, du coup, lui, il va envoyer avec le formatage en anglais. Et donc, j'ai rajouté cette possibilité de rajouter la langue. Comme ça, tu es sûr que quoi qu'il arrive, même si c'est envoyé par le notification système, eh bien, ce sera envoyé en français. Et donc, je t'envoie également ça dans le chat. Super, merci. Pour que tu puisses utiliser ces deux petites fonctions. Il n'y en a pas trop besoin des fonctions dans le Jinja en général, si ce n'est pour les dates, parce que les dates, quand même, c'est bien d'avoir un truc propre. Qui soit propre, ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Donc là, avec ça, tu as des bons outils pour pouvoir formater un petit peu plus ton document. Ok. Non, mais c'est cool, je te remercie. Bah, je t'en prie. Voilà. Après, et donc du coup, bon, l'histoire du valid till, c'est simplement qu'il n'y a pas de valeur, et donc du coup, là, mets bien le or quelque chose. Okay. Et puis voilà, après, je sais... Ah, attends, je m'aperçois qu'il y a une... Pardon. Il y a une typo dedans. Je t'ai envoyé la mauvaise. Ok. Ouais, parce que ça, sinon, ça va poser des problèmes. Alors, tu supprimeras celle de dessus. Même si je suis en train de me dire que
De toute façon, valide-t-il, il n'a pas de valeur, je pense qu'il va envoyer la date d'aujourd'hui. Tu vois, il va envoyer la date de la notification, Ok. probablement. Bon. Non, mais là, Donc, j'ai déjà j'ai un peu plus de matière à faire les matrices. Donc, non, je vais tester ce que tu m'as filé. Et puis, si vraiment j'y arrive pas, c'est que je comprends pas. Bon, bah écoute, ce que je vous propose, parce que là, de toute façon, il est 11h47, je vais retourner faire un tour dans l'autre atelier parce qu'ils avaient pas mal de questions. Ouais, non, pas de Voilà. souci. Et puis, on se retrouve de toute façon à 14h. Si vous Oui, voulez. oui, ouais, carrément. D'accord, bah, on continue comme ça. Et Jean-François, bah, si d'ici là, tu as avancé sur tes plans comptables. Ouais, bah, je l'ai importé, mais j'arrive pas à le valider en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui te met des messages d'erreur? Bah, il met pas vraiment de message d'erreur en fait. J'ai la prévisualisation du plan comptable. Mais par contre, après, j'ai pas l'impression que ce soit pris en compte, quoi. Il est enregistré, mais. Ah oui, il a fini. Bah, attends, je vais aller voir. Ça te dérange pas si c'est filmé? Non, pas vraiment, non. Pas du tout. C'est une pré-prod, hein. Il n'y a rien de. Non, mais bon, voilà, je sais pas, je demande quand même. Sait-on jamais. Pas encore fait d'import de données d'adhérents pour l'instant. Donc. Ouais, c'est ça, c'est que c'est encore l'ancien format. Ouais. Alors. Est-ce qu'on a des journaux d'erreur? Ah, peut-être. Hein. Je sais que j'ai fait pas mal de trucs. Non, il n'y a pas de journal d'erreur. Tu veux que je t'envoie le fichier pour voir? Ouais, je veux bien que tu m'envoies le fichier, comme ça je vais regarder de mon côté. Est-ce que je l'ai mis? C'est bon. Je ne peux pas l'envoyer. Si je te l'envoie qu'à toi, non? Non, je ne peux pas l'envoyer par Zoom. Ça marche pas? Non. Ben, envoie-le-moi par email et puis Ouais, je vais les récupérer. ça marche. Ça va, Charles-Henri, t'es occupé? Salut Claire-Marie. Ouais, on est en train de faire des imports de plans comptables avec Jean-François. Ah. Bon. Ça s'est bien passé? Ouais, mais c'était assez rapide pour nous côté salle 1. Et je suis restée dans la salle 1 pour m'assurer qu'il n'y ait plus qu'on perde personne et personne n'est venu. D'accord. Bah, de toute façon, nous, on était en contrôle dans la salle d'attente. Donc, voilà. Normalement, aujourd'hui, on n'a perdu personne. Bon, nickel. Voilà. Et dans la salle 2, je crois qu'ils avancent pas mal sur la configuration, etc. Parce que j'ai fait un petit tour dans la salle 2. Et voilà, ils ont pas mal de questions. Mais, oui. Super, merci Jean-François. Voilà, et donc du coup, je crois que ouais, ils avancent, ils sont en train de configurer les listes de prix, les centres de coûts, toutes les questions classiques qui ressortent. Bon, bah c'est top. Donc nous, prochain rendez-vous à 14h, même endroit? Oui, on aura des nouvelles personnes à 14h. En tout cas, je sais qu'il y a un Fab Lab notamment qui doit venir, puisqu'il m'avait dit qu'il serait là. Donc voilà. Et je me demande s'il n'y a pas aussi Morgane qui doit revenir. D'accord. C'est ça, ouais.
Ok, et moi j'aurais une question à te poser sur Baraka, qui veut des conseils pour un logiciel de caisse Docos compatible. Ok. Bah, écoute, c'est ce que je te propose. Je finis avec Jean-François, et puis si Ouais. tu veux, après, ou on se prend 5-10 minutes après pour en discuter, ou avant Ouais, où 14 on en heures. parle à 14 h sur l'intro de la prochaine séance. Ouais, par exemple. Oui, pour Ça tout le va? monde. Très bien. Ouais, parfait. Ouais, le logiciel de caisse, c'est un vrai sujet, donc ça va Ouais. intéresser d'autres personnes. Super. Eh bien, on fait comme Cool. ça. Merci, Claire-Marie. Bon, et écoute, à tout à l'heure. À tout à Je l'heure. raccroche. Ciao. Bye. En fait, Jean-François, quand je regarde ton fichier, alors c'est vrai que le message d'erreur, c'est bête, il disparaît, mais il y a un message d'erreur. Il doit manquer le root type. En tout cas, c'est ce qu'il me met. Attends, je te partage mon écran. Ah, d'accord. C'est quoi? En fait, ouais, d'ailleurs, ouais, c'était une question que j'avais à propos de ça. C'est quoi les root types et les account types? Ouais, alors les root types, c'est si ton. En fait, c'est la racine de ton compte, c'est-à-dire savoir si ton compte, il y a 5 possibilités. Ça peut être un Ouais. actif, un passif, Ok, un compte de capital, un compte de produit ou un compte de charge. d'accord. Voilà, ça c'est de manière générale. Et c'est là où ça pose un problème pour nous. Et d'ailleurs, c'était une des questions de Philippe qui avait Bah été ouais, remontée c'est par parce qu'en la. fait, en comptabilité française, ça fonctionne pas, quoi. Exactement, tu comprends tout. Et donc, en fait, nous, on n'a pas, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas uniquement pour les comptes qui sont à la fois d'actifs et de passifs. Pour les comptes de capitaux et les comptes de produits et de charges, ça pose aucun problème. Par contre, nous, on a cette difficulté d'avoir des comptes qui sont à la fois des comptes de passifs et des comptes d'actifs. Et donc, du coup, j'ai essayé de contourner cette problématique. Si je te montre le plan comptable. Ouais. J'ai contourné cette problématique ici, donc voilà, c'est sur ces deux catégories-là qu'on a des soucis, en faisant en sorte que, alors on a, qu'est-ce qu'on va avoir comme compte? On va avoir des comptes, par exemple, de créances, compte débiteur divers, voilà. Celui-là, non, ce n'est pas un. En fait, donc, juste pour revenir sur le type de racine, c'est savoir si par défaut c'est un compte d'actif ou un compte de passif. Le type de compte, ça permet de filtrer le compte dans certaines transactions. Par exemple, il va falloir que ton compte ce soit un compte de type banque si tu veux qu'il soit utilisé pour faire des paiements. Okay. Ou compte espèce. Il va falloir que ce soit un compte débiteur si c'est un compte client ou créditeur. Okay. Si c'est un compte fournisseur, des choses comme ça. Donc ça, c'est voilà. Si tu ne connais pas le type de compte ou tu n'es pas sûr, tu mets rien. C'est surtout ça. Il faut le considérer vraiment comme un filtre. Et dans le pire des cas, en fait, le système ne te proposera pas ton compte là où là où tu t'imagines que tu devrais l'avoir. Et dans ce cas-là, en fait, il te mettra bien, il nous faut un compte de type créditeur, un compte de type débiteur, ou alors quand tu chercheras le compte, en fait, en mail, il te mettra le filtre et il te dira qu'il est en train de filtrer sur les types de comptes débiteurs, créditeurs, ou ce que tu veux. Tu n'es pas forcément obligé de le renseigner, celui-là. Tu n'es pas obligé de le renseigner. Ouais. Et si jamais tu ne trouves pas ton compte quand tu fais ta transaction, à ce moment-là, tu peux venir le modifier à ce moment, tu vois, a posteriori. Moi, je dis souvent ça pour ceux qui ne connaissent pas le système et c'est quand même pas facile de savoir quel type de compte que tu dois mettre. Les seuls que tu peux savoir, c'est les comptes de type débiteur, créditeur, banque et espèces probablement. Et puis après, certains autres comme les capitaux propres. Bon, ceux-là, tu peux t'en douter, ou le stock. Mais voilà, si tu as un doute, il vaut mieux rien mettre. Ensuite, on a la notion de compte parent. Donc ça, c'est parce que, tu as vu, on est dans une hiérarchie avec des comptes parents, des comptes enfants, etc. Ce qui est pénible, c'est que dans le plan comptable français, tu as des catégories qui ont le même nom. Et en fait, pour l'import de compte, des fois, il faut juste faire gaffe. Tu as deux catégories, enfin deux comptes qui ont le même libellé. Et en fait, ton hiérarchie se base sur le libellé du compte pour faire l'association parent-enfant. C'est vrai que sur l'outil migration, je ne me suis pas penché dessus en détail, effectivement. Quand tu les crées à la main, j'ai fait en sorte que ça les renomme automatiquement et en fait, dedans, tu verras, il mettra 460 machin, actif ou passif. Et comme ça, on est sûr qu'on a des noms qui sont différents, tout en gardant le nom affiché avec le numéro de compte et le nom affiché correctement. Et puis, l'autre chose que j'ai faite également, c'est dans le cas où tu as des comptes qui peuvent être à la fois à l'actif, à la fois au passif, j'ai mis une autre catégorie du bilan. Et donc, c'est là où tu peux, par exemple, décider de mettre ton compte à l'actif parce que c'est un compte qui sera plus généralement à l'actif. Et tu mets l'autre catégorie, tu mets la catégorie de passif qui correspond. Et en fait, là, le système, en fonction du solde du compte, du crédit ou du débit, il affectera correctement à l'actif ou au passif dans le bilan.
Ok. Voilà. Donc, c'est l'astuce que j'ai trouvée pour éviter de refaire tout parce que voilà ce qu'il faut. Enfin, je pense que tu t'en doutes, mais le plan comptable, c'est un petit peu comment dire, le squelette C'est pour ça que je de. commence par là. Hein. Voilà, Ça sert à rien exactement. d'aller plus Et loin donc, si c'est pas configuré correctement, quoi. voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que mais c'est pour ça aussi que j'ai pas refait tout parce que là, c'était vraiment trop de risques et trop compliqué. Et donc, du coup, j'ai préféré essayer de trouver une astuce. Donc, voilà, c'est pas parfait, mais bon, de tous les tests que j'ai fait avec des clients qui font toute leur comptabilité dedans, etc., ça marche bien. Il faut juste bien mettre l'autre catégorie de bilan. Et puis là, eh bien, ça, c'est vraiment pour une question d'affichage, parce que ça, c'était la question qui avait été posée par Philippe. C'était pourquoi est-ce que j'ai du A, du B, du C, du machin? Tu peux les enlever, il n'y a pas de problème. Hein. Je les ai mis pourquoi? Juste pour que notre plan comptable il soit affiché dans le bon ordre et que du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce que ça, c'est une manière anglo-saxonne de voir les choses où ils ont hiérarchisé les choses. Nous, on est beaucoup plus flat en structure, hein, tu vois, en France avec notre plan comptable. Mais du coup, l'avantage de faire ça, c'est qu'ici, tu peux définir la structure de ton bilan. Et donc, tu peux définir en fait comment est-ce que ton bilan va être affiché, qui s'affichera exactement dans l'ordre qui est prévu ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ces A, ces B, ces C, parce que ça permet de trier en fait dans le bon ordre nos différents comptes. Et derrière, j'ai mis une petite case qui s'appelle ne pas afficher le numéro de compte dans les rapports. Et comme ça, eh bien, ces champs-là, en fait, j'aurai bien mon bilan qui apparaîtra. D'ailleurs, je vais te montrer un bilan. Si tu regardes la structure des deux, j'ai rien en fait. Zut, j'ai aucune valeur de bilan. Bon, bah zut, je voulais te montrer ça. Mais en fait, ah ben oui, mais attends, pardon, je suis sur Atlab. Mais oui, c'est normal. Faut jongler entre les différents. C'est pour ça. Hop, bilan. Je devrais peut-être avoir des choses, j'espère. Voilà. Et donc ici, en fait, tu vois bien que je reprends exactement la structure de mon plan comptable. Donc avec mes actifs, mes articles circulants, mes créances disponibilité. Et ça, l'avantage, c'est que du coup, tu peux le calquer avec ce que te propose ton expert comptable, qui n'aura pas toujours la même structure, hein, parce que sur le bilan, tu as des grandes masses, mais tu n'es pas obligé de répartir à l'intérieur des grandes masses de la même manière. En fait, parce qu'en fait, on est une association, il y a des catégories qu'on n'utilise pas. C'est ça, en fait, qui change par rapport, je pense, à la majorité des clients, c'est que le plan comptable, c'est un plan comptable d'association. Oui, mais sur la base, c'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est juste que tu as peut-être des catégories en plus et des catégories en moins. Mais du coup, après, sur la structure de ton bilan, une fois que tu auras rajouté toutes tes catégories, eh bien, tu seras capable effectivement de faire la même structure que ce que te propose ton expert comptable. Et ça, c'est quand même facile pour… soit vous faites toute votre comptabilité, bon, ça c'est super, mais sinon, ça vous permet également de comparer en fait avec ce qui a été sorti par le logiciel de l'expert comptable. Et ça, je l'avais fait pour voilà, des clients qui, eux, utilisent beaucoup, ont leur expert comptable qui fait la comptabilité légale, mais ils veulent gérer toute leur comptabilité eux-mêmes dedans pour avoir une vision de gestion. Et donc, du coup, ils ont exactement la même chose que ce que propose l'expert comptable. Et donc, ça, c'est plutôt pratique. Et donc, voilà, on va dire qu'il y a des inconvénients à utiliser ce système anglo-saxon de gestion de plan comptable, mais il y a des avantages aussi où tu es beaucoup plus flexible sur la structure de ton bilan par rapport à un logiciel qui t'imposerait en fait une structure de bilan. Voilà. Donc là, je pense que ce qui te manque, si je regarde ici, je vais réinitialiser. Rejoindre le document. Je crois que, ouais, en fait, il faudrait que les mettent tous sous la même catégorie. Il doit manquer une racine, non, un truc comme ça. Non, voilà, en fait, c'est ça. Il manque un root type. Donc, il faut leur mettre la catégorie. Malheureusement, le message, il s'efface. Tu vois, ça, c'est un truc pareil. Parce qu'en fait, tu as deux notifications. Tu as une modale d'erreur avec une autre notification. C'est pour les testeurs. Voilà, ça je vais régler ça, mais en tout cas l'erreur elle a l'air d'être tout le temps la même. À mon avis, tu peux la régler de manière globale. C'est mineur, hein, comme… Oui, bah, c'est mineur, mais tu sais, c'est toujours mineur. C'est toujours des petits détails, à part des gros bugs, et ça fait la différence sur l'expérience. Parce que toi, tu es un peu technicien, mais regarde, tu as des gens, ils sont pas du tout techniciens, du tout, même pas technophiles. Et alors eux, tu leur fais ça, ils disent ça marche pas et je comprends pas. D'ailleurs, tu vois bien, regarde, tous tes comptes, ils sont pas associés à des… Ils ne sont pas associés à des root types. Voilà. Bah, écoute, je te laisse retravailler ton fichier, mais je pense que c'était pas très long. Donc, oui, en fait, ce que tu disais, c'est que comme du coup, on ne peut pas mettre de l'actif et du passif dans un même compte, ça va bloquer aussi au niveau des… ça va poser un problème aussi après au niveau du logiciel. C'est-à-dire que quand il fera le bilan, en fait, il ne pourra pas mélanger. Si j'ai un compte français en fait, avec de l'actif et du passif dedans, ça va
Non, non, ça posera pas de problème si dans ton plan comptable, en fait, tu as défini je ne sais plus comment j'ai appelé ça, une catégorie alternative ou attends, ici. Une autre catégorie de bilan. Ouais, mais Tu d'accord. vois, en Donc, fait, ça veut dire l'idée, c'est que ça veut toi. dire que dans le 201, j'aurais le droit de mettre que soit de l'actif, soit du passif, mais pas les deux. Non, alors en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est au moment de C'est l'inverse. l'établissement du bilan que, en fonction du fait que ce soit un crédit ou un débit, Ouais, ton ok. compte il va être passé à l'actif ou au passif du bilan. Ok. Voilà. Donc en fait, ça ne change rien sur toutes tes transactions Ouais. tout au long de l'année. Tu fais toutes tes transactions sans te poser de questions. Et en fait, Ouais. au moment du bilan, eh bien, soit tu as mis une autre catégorie de bilan, et dans ce cas-là, le système, si par exemple c'est de l'actif et que ton compte il doit être placé au passif, et bien dans ce cas-là, il prendra l'autre catégorie du bilan qui est censé être au passif et il viendra bien le mettre dans cette catégorie-là. Soit tu as oublié de configurer ça et ton compte il sera placé à l'actif. Et dans ce cas-là, il faudra que tu viennes vérifier que dans ton compte, tu as bien une autre catégorie potentielle pour qu'il puisse bien le passer au passif. Tu vois, il va le faire automatiquement. Toi, tu n'as pas de questions à te poser. Ce qu'il faut juste se poser, c'est se dire, mon compte, si je prends, attends, je vais reprendre, je prends mon plan comptable. C'est les comptes de classe 4 qui posent problème. Uniquement. Ben oui. Oui. Sur ces comptes de classe 4, si je prends, par exemple, alors. Je vais dire. Je prends, je sais, je prends mes comptes, par exemple. Je crois qu'on en a en plus. Tu vois, des comptes, si tu prends des comptes clients, par exemple, ouais. Imaginons, j'ai mon compte client, il doit être forcément, enfin, il peut être à l'actif ou au passif. J'avoue que là, je me souviens plus de la règle, si c'est au crédit ou au débit, bref, peu importe. Enfin, en fin d'année, à n'importe quel moment dans le système. Dans le système, tu vas enregistrer tes écritures sur ton compte client. Tu vas les enregistrer comme il faut, hein, au crédit ou au débit en fonction du besoin. Donc, tu as un solde qui va être créditeur ou débiteur à n'importe quel moment. Et en fait, à n'importe quel moment, en fonction de ce solde débiteur ou créditeur, le système va dire, eh bien, si c'est débiteur, alors je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise, c'est à l'actif, si c'est créditeur, c'est au passif, et il va automatiquement le mettre dans la bonne catégorie dans ton bilan. Ici, les catégories que tu as dans ton bilan, c'est un compte par an, donc ça c'est ta première catégorie. Ce compte par an, il peut être soit à l'actif, soit au passif, hein, mais c'est là où il va apparaître dans ton plan comptable. C'est ça, le compte par an, c'est l'apparition dans le plan comptable. Et du coup, il faut bien lui indiquer que dans quelle catégorie il faut qu'il apparaisse si c'est au passif, par exemple. Et dans ce cas-là, ici, tu vas lui mettre la catégorie correspondante au passif. Ça n'apparaîtra pas dans le plan comptable, par contre, dans le bilan, le système le placera bien au bon endroit. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. D'accord. J'ai compris. Je m'imagine dans la petite. Ok. Ouais, c'est pas évident, hein. Celle-là, j'avoue que c'est une solution que j'ai trouvée. Je ne sais pas si elle est parfaite, c'est loin de là, mais en tout cas, elle résout le problème. Voilà, en disant le système est capable de déterminer si c'est à l'actif ou au passif. Et du coup, nous, pour nos histoires de classe 4, on n'a plus de soucis, quoi. Ok. Ça marche? Ça marche. Ok. Bon, mais écoute, à tout à l'heure alors.